Depuis le début de la guerre en Ukraine, le nom de Volodymyr Zelensky est sur toutes les lèvres. S'il est salué par ses pairs pour ses qualités de leadership dans un contexte de conflit ouvert, il doit aussi son succès médiatique à une communication politique redoutable d'efficacité, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, comment les réseaux sociaux et le digital ont-ils changé le discours et l'image du monde politique au sens large ? On en parle dans Bullseye. Bonjour Alain Gerlache. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici sur Bullseye. Alors Alain, pour commencer cette émission, j'avais une petite question pour vous quand même. Je crains le pire. Comment on fait pour devenir le porte-parole d'une personnalité politique et qui plus est d'un Premier ministre belge ? Il vaut mieux attendre de recevoir une proposition. C'est pas vraiment un job pour lequel on sollicite. On peut laisser entendre ça et là que pourquoi pas, éventuellement, si, comme moi à l'époque, on a un peu envie de changer de carrière. Je suppose qu'on y reviendra. Mais je dirais qu'il faut simplement être connu dans le monde politique et être reconnu comme ayant peut-être un certain nombre de connaissances qui peuvent être utiles. Oui, pour recontextualiser, pour les gens qui ne le sauraient pas, vous avez été effectivement porte-parole de Guy Verhofstadt, qui était Premier ministre belge. Donc c'était vers fin des années 90, début des années 99. 2000, 99 jusqu'à 2003. Mais vous n'avez pas fait que de la politique dans votre vie, bien au contraire, puisque au départ, vous étiez enseignant, vous avez suivi des études de philologie germanique. Voilà. C'est plus difficile à dire qu'à écrire. En français sûrement. En français, oui. Donc vous avez été enseignant et puis vous êtes dirigé vers le journalisme parce que les médias, c'était un peu une passion pour vous. Expliquez-nous. Bon, à l'origine, moi, je suis vraiment un amoureux des langues. Donc, je me suis toujours intéressé aux langues étrangères. Quand j'étais petit, j'étais encore à l'école primaire. J'avais retrouvé un vieil assimile anglais de ma mère et j'avais commencé, je devais avoir 10 ans, je crois. J'étais encore à l'école primaire. J'avais commencé à apprendre l'anglais tout seul. Et puis aussi le fait que j'habitais à l'époque à Wavre. Wavre, c'est dans le Brabant wallon, c'est le long de la frontière linguistique. Et donc, on captait très bien les radios flamandes qui passaient plus de musique pop et rock à l'époque. Donc, je m'étais intéressé aussi, j'avais commencé aussi via les radios à apprendre le néerlandais. Et finalement, c'était très naturel pour moi de suivre ces études. Alors, ces études, elles étaient très, très intéressantes, d'autant que moi, j'ai encore fait mes études à Leuven, donc en Flandre. C'était après la scission de l'Université catholique de Louvain, mais avant l'installation finale à Louvain-la-Neuve. Et donc, c'est une période très intéressante. Mais elles ont un petit défaut, c'est que, à mon goût en tout cas, c'est qu'elles ne mènent pratiquement qu'à l'enseignement. J'aimais bien l'enseignement, mais à un certain moment, je me suis rendu compte que j'avais un an de plus chaque année et que les élèves avaient toujours le même âge. Et donc, c'est vrai que j'ai eu envie de bifurquer. Et donc, je suis arrivé naturellement aux médias. Je dis naturellement parce que la langue, c'est de la communication et les médias, c'est de la communication aussi. Oui, mais j'allais dire, vous êtes quand même parfait bilingue, néerlandais, français, pas parfait, anglais, mais en tout cas, quand même, vous vous débrouillez, ça va. Oui, mais enfin, bon, je ne suis pas bilingue comme quelqu'un qui aurait eu un père francophone et une mère flamande et qui aurait appris les deux langues en même temps. Mais disons que je me débrouille pas mal. Ça vous a ouvert un certain nombre de portes, dont le métier de porte-parole pour Guy Verhofstadt, parce qu'on le rappelle, c'était dans un cabinet ministériel flamand à l'époque. Mais avant ça, vous avez effectivement fait carrière à la RTBF, notamment en tant que chef du service politique, avant de recevoir cette fameuse demande de Guy Verhofstadt. Je crois que c'était un jour de fête nationale. Vous recevez un appel. C'était plus ou moins dans cette période-là. C'était autour de la fête nationale, en effet, parce qu'il y avait eu des élections... je crois au mois de mai, comme d'habitude chez nous, en tout cas pour les élections fédérales et régionales, pas pour les élections communales qui ont lieu en octobre. Et je me souviens que j'avais été manger avec un copain qui avait une vieille BM qu'il avait récupérée d'un oncle ou d'un grand-père ou je ne sais quoi. Et on avait été manger dans un resto pas loin de la RTBF et on était tombé en panne. Et je reçois en effet un appel à ce moment-là de Guy Verhofstadt
qui me dit, que je connaissais pas très bien d'ailleurs. Je l'avais déjà interrogé, je l'avais déjà interviewé pour des émissions un petit peu comme ceci, mais franchement, je le connaissais pas très 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 bien. Et il me demande d'abord, ce qui est quand même assez poli, je ne vous dérange pas. Et alors je lui réponds, non, parce que je suis coincé, je suis en panne. Et alors il me répond, ça tombe bien, c'est comme le pays. Et donc, je vais vous proposer de le remettre en marche. Incroyable. Ah, ça, c'était le sens de la répartie. Ah, oui. Et on se dit, à ce moment-là, on va faire de la communication avec lui parce qu'il a déjà du talent. Et c'est quand même plus facile de travailler avec, en effet, quelqu'un qui a un véritable talent de base que d'essayer d'en donner à quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. On ne va pas être méchant, mais c'est quand même plus difficile. Il vaut mieux qu'il y ait une base quand même, mais quand on veut faire ce job. La mission, en plus de son propre aveu, c'était vraiment de moderniser la communication politique de l'époque, dans la continuité d'une communication politique qui, à l'époque, était vraiment assez... oui, parce que il y avait, je dirais, la convergence de deux éléments. Le premier élément, c'est qu'on avait eu des premiers ministres qui étaient de grands premiers ministres dans l'histoire de la Belgique, comme Wilfried Martens et puis Jean-Luc Dehaene. Ce sont vraiment des gens de qualité qui ont fait un job vraiment remarquable, mais en même temps qui n'étaient pas de super communicateurs. Wilfried Martens, c'était quelqu'un de finalement timide. Et Dehaene, il s'en foutait, en fait. C'était un peu comme ça, rusto et brutal. Et globalement, ça l'emmerdait. Il avait envie de faire des trucs, mais communiquer, c'était pas son trip. Donc là, il y avait un changement que voulait instaurer Verhofstadt et une nouvelle majorité, parce qu'il y avait aussi l'idée que pour la première fois depuis très longtemps, il y avait une majorité avec des libéraux et des socialistes, avec quelqu'un de plus jeune, avec un premier ministre libéral. Maintenant, c'est devenu courant, mais à l'époque, il y avait, je crois, 50 ans que ça n'était plus arrivé. Il y avait des écolos aussi, c'était la première fois. Et donc, il fallait donner une image de nouveauté. Et puis, on était en 99, et entre-temps, il y avait Internet qui était arrivé. Alors, c'était pas Internet comme maintenant, évidemment, avec les réseaux sociaux, les applis, les smartphones, etc. C'était encore l'Internet sur des ordinateurs avec des écrans qui étaient presque plus profonds que larges. Mais bon, on sentait bien que les choses allaient changer et surtout qu'un nouveau média arrivait. Donc, c'est la convergence de ces deux aspects, je crois, qui indiquait qu'il fallait changer la communication en très, très grande majorité de Flamands. Alors justement, ce métier de porte-parole, en quoi ça consiste Parce qu'évidemment, un porte-parole, je veux dire, tout le monde sait ce que c'est, on le voit s'exprimer souvent publiquement vers les médias au nom de la personne ou de l'institution qu'il représente. Et dans un cadre politique, comment ça se passe ? Parce que vous devez jongler avec tellement de dossiers, avec l'actu, quoi dire, quoi faire. C'était quoi le quotidien en tant que porte-parole à cette époque-là ? Alors, le quotidien, c'est en effet de connaître tous les dossiers. C'est la différence entre un Premier ministre et un ministre classique, si j'ose dire, qui, lui, a des attributions. Et donc, les porte-paroles ou mes homologues des ministres classiques, ils se contentaient de leurs dossiers, qu'ils connaissaient en général assez à fond, y compris au plan technique. Quand on est porte-parole du Premier ministre, on a moins besoin d'avoir une connaissance technique approfondie des dossiers, mais il faut quand même savoir un peu tout de ce qui fait l'actualité politique et justement avec la dimension politique et pas simplement technique, c'est-à-dire les discussions qu'ils peuvent avoir, les positions des uns ou des autres, les négociations en cours, etc. Et en effet, servir d'interface avec la presse, c'était quand même l'essentiel de mon travail. Il y avait quelqu'un qui était davantage en charge de l'aspect communication. C'est quelqu'un qui est très connu en Flandre, qui s'appelle Noël Slang, qui a eu toute une carrière, d'ailleurs, dans différentes boîtes, qui n'était pas du tout porte-parole, il ne parlait pas aux journalistes, mais il s'occupait vraiment de l'aspect communication, ce qui était nouveau, d'ailleurs, à l'époque. Mais finalement, on a très très vite travaillé ensemble parce que c'était impossible de définir une communication
sans justement envisager les aspects presse qui, à l'époque, étaient les plus importants. Parce que, on va sans doute y venir, mais il y avait très peu de moyens de communiquer politiquement autrement que par les médias. Alors qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Mais vous allez sûrement parler de ça. C'est un petit peu là pour ça qu'on est là, c'est pour la communication, l'évolution de la Mais c'est bien, en effet, de voir historiquement comment les choses peuvent évoluer. Oui. Alain, vous avez évoqué évidemment l'apparition des réseaux sociaux, et d'où l'intérêt de ce qu'on vient de faire maintenant, c'est effectivement de voir l'avant et l'après. Les réseaux sociaux, à quel point ça a bouleversé la communication politique ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une vaste question. Mais aujourd'hui, on voit quand même des choses assez étonnantes de la part de certains partis certains se sont complètement emparés de ces outils-là, d'autres tâtonnent, ils essayent des choses, etc., mais on ne sait pas trop où ils vont. À quel point ça a peut-être révolutionné, peut-être que c'est le mot, la politique actuelle. La première révolution, c'est évidemment que la communication politique ne passe pas uniquement par les médias. Alors, elle ne passait pas uniquement par les médias non plus à l'époque où Internet ou les réseaux sociaux n'existaient pas. Il y avait des affiches, il y avait des émissions politiques concédées, comme on appelle ça, à l'RTBF, que personne ne regardait. Mais enfin bon, il y avait quelques clips avant les élections. Et puis il y avait tout le contact, je dirais, au quotidien, la tournée dans les cafés, la distribution de tracts dans les marchés. Ça, c'était déjà des choses qui échappaient aux médias, mais qui restaient quand même relativement marginales. Maintenant, il y a vraiment, aujourd'hui, un moyen, le moyen pour les partis politiques et pour les instances politiques, mais ça ne vaut pas que pour eux d'ailleurs, de s'adresser directement au public sans passer par les médias. Donc et ça, c'est vraiment leur propre médium. Voilà, c'est un changement radical et fondamental. Et c'est encore plus accentué en Belgique dans la mesure où les partis belges sont les partis qui sont parmi les mieux dotés financièrement en Europe. D'accord. Donc, les partis en Belgique reçoivent un financement public qui est très, très important. Ils sont vraiment beaucoup plus riches que la plupart de leurs homologues dans les autres pays. C'était le journal de Standard qui, il y a quelques mois, avait fait une petite étude sur les politiques qui, en Europe, dépensaient le plus individuellement en termes de dépenses sur Facebook et les réseaux sociaux. Et sur les 10 premiers, il y avait 7 Belges. Sur les 10 premiers Européens, 7 Belges. 10, et dans les 3 qui restaient, il y en avait 2 qui venaient d'un pays où il y avait eu des élections. D'accord. Donc on peut justifier alors que chez nous, il n'y en avait pas eu. Donc vous voyez, ils sont dans un océan financier. Il faudra un jour y mettre bon ordre. Je pense que ce n'est pas sain. Et donc, ils dépensent énormément. Et ceux qui dépensent le plus, ce sont justement les partis qui ont l'impression qu'ils se font moins entendre dans les médias traditionnels, c'est-à-dire l'extrême droite et la droite radicale en Flandre et l'extrême gauche du côté francophone. C'est intéressant, je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est vrai que parfois, même sur certains fils Facebook, on voit, moi ça m'arrive de voir des posts sponsorisés du PTB par exemple. Il y a quelque chose qui, moi, me frappe à chaque fois, c'est par exemple la qualité de certaines de leurs productions vidéo. Et quand je les compare à certaines productions, que ce soit des montages photos ou des vidéos ou autres, de certains partis plus traditionnels, il y a quand même une espèce de gouffre. Oui. Alors, je crois qu'il y a plusieurs phénomènes qui jouent. Outre le fait qu'ils ont les moyens. Et les moyens, ce n'est pas simplement pour payer l'espace, c'est aussi pour produire des choses de qualité. Je pense que c'est aussi plus facile pour les partis radicaux et d'opposition
d'occuper le terrain sur les réseaux sociaux, dans la mesure où les réseaux sociaux ne sont pas vraiment, et on voit bien l'évolution, l'espace où la nuance se développe. Donc, c'est le discours le plus cash, le plus radical, parfois le plus caricatural, qui passe le mieux. Et forcément, c'est pas le discours des partis qui sont soit plus modérés, ou alors aussi qui doivent présenter des compromis. Et on voit bien que c'est la difficulté qu'a le gouvernement fédéral de trouver à la fois un équilibre entre une communication qui présente les positions des partis et qui en même temps défend des compromis. Et on voit bien que ça foire un peu. Quand on est dans l'opposition, c'est facile, on est contre tout. Et on est contre tout de la façon la plus radicale possible. C'est ça que j'allais dire. Et parfois de la façon aussi la plus simpliste possible. Mais la radicalité... la simplicité, je veux dire la simplicité, comme ça on va pas m'accuser de vouloir présenter des choses de façon orientée. Mais c'est ce qui passe le mieux sur les réseaux sociaux. On peut dire que c'est parce qu'ils ont leur ligne directrice, leur conviction politique qu'ils respectent finalement. Comparé à des partis traditionnels qui aujourd'hui, le PS, le MR, on ne sait plus trop s'ils sont vraiment à gauche-gauche, droite-droite, c'est plus, on va dire... enfin, ils tentent quand même de se radicaliser au niveau de la communication. Mais ce que je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi un petit peu y voir... mais ils ne seront jamais... Mais ça reste des copies, je veux dire. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on ne peut pas y voir une espèce de conséquence aussi du fait que les partis traditionnalistes savent qu'ils sont en perte de popularité chez une frange de la population et qu'ils essayent d'aller chercher un petit peu à gauche, un petit peu à droite et qu'au final on est un peu perdu dans leur ligne politique ce qui fait que leur communication est peut-être moins claire. Est-ce que c'est aussi une conséquence qu'on peut observer ? Mais c'est ça toute l'ambiguïté du système et qui est le piège dans lequel sont actuellement les partis qui gouvernent, tous les partis qui gouvernent. C'est que ce qui passe, c'est le discours radical, simple, cash. C'est ça qui passe le mieux sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, quand on est au pouvoir, on ne peut pas simplement être radical, simple et cash, parce que la réalité est complexe. Et qu'en plus, dans un gouvernement de coalition, en plus avec de la gauche, de la droite, des flamands, des francophones, etc., on est obligé de faire des compromis. Ou alors, c'est l'immobilisme. Mais l'immobilisme, ça ne se défend pas non plus de manière attractive sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a là une situation qui est extrêmement complexe, qui n'est pas simplement un problème de communication, mais qui, je pense, est un problème vraiment politique. C'est-à-dire, peut-on encore aujourd'hui, dans la société, arriver à faire des compromis qui sont dynamiques, qui permettent d'avancer, qui permettent de coaliser au sens de coalition, d'unité la population, ou bien est-ce qu'on est dans l'affrontement permanent ? C'est un problème qui va au-delà de la communication et même au-delà de la politique. Je crois que c'est un problème philosophique dans une société dont on sait bien qu'elle est de plus en plus fracturée, brutale, morcelée. C'est assez symptomatique de l'ensemble des réseaux sociaux, ce qui aurait dû être finalement un espace de discussion, une espèce de forum finalement public. Alors on peut dire que oui, c'est un forum où tout le monde donne son opinion, mais en même temps on a l'impression qu'il y a personne n'a vraiment d'opinion. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous dites, des leaders d'opinion ou en tout cas des références à laquelle les gens vont venir se raccrocher. Et dans le cadre des politiques, je pense que l'exemple que vous venez de donner est particulièrement vrai et on peut l'observer, je veux dire, à tous les niveaux. Ce qui, et j'en viens à quelque chose, à une des sous-questions au niveau politique. Est-ce que finalement l'apparition de ce forum public, de cette capacité qu'ont les gens à donner leur avis tout le temps pour tout, est-ce que ça n'a pas un peu déforcé aussi le discours politique de manière générale? Est-ce que le poids de la communication politique est le même aujourd'hui que ce qu'il pouvait l'être auparavant? Alors, je pense qu'il est plus grand et je vais expliquer pourquoi. C'est que, d'abord, vous avez raison, et je faisais des émissions quotidiennes à l'époque. J'avais une chronique quotidienne sur la communication, le numérique, les réseaux sociaux. Quand les réseaux sociaux ont commencé à prendre une certaine ampleur. Les décodeurs. Il y a quelque chose dont je suis fier. Je peux le raconter. Allez-y. C'est que je suis le premier à la RTBF
avoir fait une chronique sur Facebook, en disant tiens, il y a un truc qui est apparu là, et ça s'appelle Facebook, etc. Et donc j'ai toujours le texte. Et bon, c'est une petite coquetterie. Hein. Je ne vais pas me la péter. Non, mais on est là pour les anecdotes je vais pas me la péter aussi, hein, parce que je vais pas me la péter. Mais donc j'étais un petit peu aux premières loges et je regardais ça. Et maintenant que je me suis envoyé une fleur, je vais m'envoyer le pot. C'est que soyons clairs. À l'époque, idéaliste. Et avec cette espèce d'esprit de pionnier aussi, on se disait, mais la communication politique et le journalisme politique, c'est le politique et le journalisme. Ici, ça va être une opportunité géniale. Ouais. Il y a les citoyens qui vont pouvoir intervenir, dialoguer avec les politiques, et les politiques vont devoir se mettre davantage au niveau des citoyens, parler avec eux, etc. Utopie, utopie qui s'est complètement planté. On l'a espéré. Et d'ailleurs, au début, un certain nombre de politiques ont voulu jouer ce jeu. Et aujourd'hui, il n'en reste pratiquement rien. Il n'en reste pratiquement rien. Là, cette utopie du grand forum citoyen sur les réseaux sociaux, on s'est tous royalement plantés. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, en effet, mais c'est aussi de la faute des politiques. C'est aussi de la faute des politiques. Parce que je pense que les politiques ont toujours eu une vision d'une communication univoque, unidirectionnelle. C'était eux qui parlaient. Voilà. Et ils n'ont pas été capables de faire le chemin inverse et d'envisager quelque chose de bidirectionnel. Globalement, ils veulent toujours se vendre et essayer de convaincre et essayer de séduire. Et c'est aussi la faute des citoyens qui n'ont pas saisi cette opportunité. Et finalement, le problème, c'est que pour beaucoup de gens, la politique, c'est comme le foot. Hein. On soutient tel parti ou telle personne quand on soutient une équipe de foot. Bon, à la limite, même, je dirais que les supporters sont parfois un peu plus subtils parce qu'ils peuvent trouver que leur équipe joue mal, alors que les militants basiques, ceux qui inondent les réseaux sociaux de leurs anathèmes, de leurs convictions, de leurs enthousiasmes un peu primaires, sont des gens qui sont incapables de reconnaître que leur parti fait aussi des erreurs, hein, qui peut aussi avoir tort. Hein. Donc, on en revient à cette notion d'autofiltre. C'est un peu pitoyable, je trouve, tout ça. On en revient à cette notion aussi d'autofiltre qu'on évoquait aussi vis-à-vis des réseaux sociaux et à cette même logique de certains partisans, de certains partis politiques. Je vais poser la question un petit peu autrement. Est-ce que aujourd'hui, pour une personnalité politique, pour un parti politique, c'est devenu plus ou moins compliqué de communiquer ? Dans le sens où il y a un tel flux médiatique, chacun a sa chaîne finalement maintenant, on en voit même aussi maintenant sur Twitch qui se lance, alors que de base c'était un réseau destiné plus au gaming, etc. Mais aujourd'hui c'est vraiment devenu une plateforme ou TikTok, devenu une plateforme de podcast finalement et d'échanges. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui pour un discours politique de se faire entendre à l'heure où on est noyé en fait d'informations, on est noyé par des centaines de discours, des centaines d'actions politiques? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que au contraire justement les discours politiques, vous le disiez un peu, n'ont jamais été aussi forts Alors je dirais que c'est plus facile d'abord parce que en effet il y a plus de canaux, on peut s'adresser vraiment à qui on veut. C'est beaucoup plus diversifié parce que c'est ça aussi qui a changé, c'est qu'on peut beaucoup plus individualiser la communication. Alors auparavant, évidemment, on pouvait donner une interview à la DH ou à l'Écho. On savait bien qu'on ne touchait pas le même public. Bien sûr. Mais enfin, bon, ça restait quand même à la louche. La télé, c'est un média de masse. On assomme, si j'ose dire, le public avec le même message pour tout le monde. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les responsables politiques, déjà avant même Internet, ont essayé de se diversifier, d'aller dans des journaux plus people, de présenter autre chose que leur discours politique. Je veux dire, son mariage, la naissance de ses enfants, etc. Donc c'était aussi une volonté de diversifier, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'Internet propose maintenant.
que ce soit avec la diversité des médias, TikTok n'est pas Facebook, ou bien avec le fait que, par exemple, sur Facebook, on peut vraiment cibler, je dirais, les personnes de sexe féminin de plus de 50 ans dans tel quartier de telle ville. Donc voilà, il y a ça qui joue. C'est aussi plus facile parce que je pense qu'il y a toute une génération, et vous en faites partie, qui sont devenus des vrais professionnels, qui connaissent ça à fond, etc. Donc, je pense qu'il y a là une grande opportunité. Mais le problème, et c'est là que ça devient plus difficile, c'est qu'il faut pouvoir se faire entendre. Parce que tout le monde maintenant communique, pas seulement tous les partis, tous les politiques, etc. Mais il y a aussi les citoyens et qui fait que tout ça, bon, c'est un énorme brouhaha. Et je reviens alors à cette espèce de péché originel maintenant de la politique en Belgique, qui est les moyens des partis. C'est que, évidemment, comment se faire entendre? En étant de plus en plus massif. Et pour être massif, il faut en effet, évidemment, avoir l'argent. Et quand vous parliez des partis radicaux que vous entendez, c'est vrai que quand on voit les dépenses des partis, ils dépensent beaucoup plus que les autres, parce qu'ils investissent à fond là-dedans, ils ont compris, et donc ils parviennent en effet à se faire entendre parce qu'ils y mettent vraiment les moyens. Maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement que ça marche. Hein. Il ne faut pas non plus croire que parce qu'on investit beaucoup, on voit bien que par exemple le politicien francophone qui investit le plus dans la communication individuelle et qui dépense le plus d'argent, qui est le président du MR, n'est pas nécessairement celui qui est le plus populaire, et on ne voit pas vraiment une grande évolution dans sa popularité personnelle, en tout cas, avec les dépenses qu'il peut réaliser sur les réseaux sociaux. Outre, évidemment, son activité personnelle sur Twitter, par exemple, ou Instagram. Pour en revenir plus vraiment au discours politique même, moi j'ai l'impression qu'avec depuis les réseaux sociaux en tout cas, il y a aussi une stratégie un petit peu de lissage d'image de la part des partis politiques en général, peu importe le spectre. On a l'impression qu'aujourd'hui c'est plus vraiment un programme qu'on défend, mais une personnalité. Est-ce que cette finalement course à l'image, elle a dénaturé le fond du discours politique, ou est-ce qu'au contraire, parce que pour se démarquer finalement c'est peut-être la forme qui compte le plus aujourd'hui, est-ce que justement cette recherche d'esthétique communicationnelle, on va dire, est-ce qu'elle a un impact sur la façon dont les politiques s'expriment aujourd'hui au quotidien? Oui. Mais bon, l'évolution, c'est que les présidents de partis, en tout cas les plus jeunes d'entre eux, se comportent comme des influenceurs avec une fanbase. C'est tout. Je veux dire, la notion de président de parti politique classique, etc. Voilà. On va prendre deux socialistes. On va prendre Paul Magnette du côté francophone et Conor Rousseau du côté flamand. Pas le même délire. Voilà. Pardon ? Pas le même délire. Mais non, c'est pas le même trip. Paul Magnette est un universitaire. Il est né avant l'arrivée d'Internet. Comme moi, c'est un immigré numérique, si j'ose dire. Nous, on a appris. C'est comme quand on va vivre dans un autre pays dont on apprend la langue, la culture. Moi, je parle le numérique avec un accent. Vous, je sais pas, mais enfin, bon, vous avez découvert ça très jeune aussi. Vous le parlez sans accent, parce que quand une famille déménage dans un autre pays, on voit bien que les parents apprennent la langue avec un accent, et les enfants, eux, le parlent sans accent, et ça devient même leur première langue. Eh bien, Paul Magnette, c'est un immigré numérique. Il apprend, il découvre, il est entouré, il a des cours particuliers, si j'ose dire. Mais globalement, ça reste quand même la vision du président de parti traditionnel qui met en avant des arguments politiques, qu'il essaie de présenter de façon moderne. Il fait aussi Twitch, etc. Et il le fait pas mal, mais c'est
pas son background, encore, c'est pas son élément. Et surtout, sa vision des choses reste quand même celle d'un parti traditionnel, ce qui ne veut pas dire que c'est mal, hein. Mais bon, c'est l'idéologie avant tout et aussi les intérêts d'un parti qui est assez présent à tous les niveaux de pouvoir. Enfin bref, il y a l'aspect politique qui joue aussi. Conor Rousseau, c'est un gars, il vient d'avoir 30 ans, c'est un gars de sa génération. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas son parti, hein, parce que c'est quand même un fils d'eux. Hein. Il est d'une lignée socialiste, mais il est tombé dans le numérique étant petit, je veux dire. Et donc, forcément, lui, il parle le numérique sans accent, il s'exprime tel qu'il est. Son action, c'est une communication d'aujourd'hui, une action politique d'aujourd'hui, mais qui ne rompt pas non plus avec le passé. C'est pour ça qu'il est d'aller chercher le vieux Van den Broek, qui a mon âge, pour le remettre au gouvernement. Et donc, il a surpris, et je pense que ça joue, mais il se comporte comme un influenceur, c'est clair. Mais ça marche. Oui. Son parti est le seul parti du gouvernement qui progresse. Mais est-ce que ça marche parce qu'il est jeune ? Est-ce que ça marche parce qu'il est jeune et de cette justement génération numérique-là ou pas ? Parce que c'était un peu ma question suivante. Est-ce que le discours politique tel qu'on le voit sur les réseaux sociaux, c'est encore un discours ou en tout cas une communication qui est crédible ? Je vais prendre un exemple très concret. Il y a quelque temps, j'ai vu sur TikTok une personnalité politique issue d'un certain parti politique, pour ne pas le citer, qui faisait un TikTok, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc, faire du lipping sur une bête chanson, machin, avec à la fin un message politique clair, mais qui est censé s'adresser, on imagine, à des plus jeunes. Est-ce que ce genre de choses fonctionne ou est-ce qu'au contraire, ça continue d'enfoncer la politique à une époque où on sait que la société et l'opinion publique remet quand même pas mal en question l'autorité gouvernementale et ce, à peu près partout. Dès qu'il y a une fraction de seconde, l'impression que c'est plaqué, c'est foutu. L'avantage de Conor Rousseau, c'est que ça ne sonne jamais faux. C'est quelqu'un de sa génération qui maîtrise complètement les codes et qui se présente tel qu'il est. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas réfléchi à la manière dont il présente les choses, mais il se présente tel qu'il est, et donc ça colle. Mais si on voit régulièrement à la télé, dans les émissions politiques aussi d'ailleurs, il n'est jamais en costard-cravate. Il est très moderne. Des trucs de son âge. Bon, il est habillé comme vous. J'ai une chemise pour ceux qui... Voilà, oui. Écoute juste. Voilà, mais enfin bon, avec un t-shirt en dessous. Mais je veux dire, ça colle et ça marche. Alexander De Croo, il est en costard-cravate, et ça marche aussi parce que ça correspond à son personnage. Mais si Alexander De Croo mettait la même tenue que Conor Rousseau, ça sonnerait complètement faux. Et ça sonnerait pas seulement faux, ça sonnerait démago. Et je vais même essayer, voilà, on peut parler franchement, ça ferait quand même un peu pute, quoi. Dès que ça fait pute, ça marche plus. Voilà. Et ça se joue sur des détails. C'est de l'ordre du non-verbal, etc. Mais dès que ça sonne faux, ça marche pas. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'une communication. C'est que même aujourd'hui, à la limite, quelqu'un peut aller sur tous les réseaux, mais à condition que ça sonne juste et que ça ne soit jamais emprunté, on va le dire de façon un peu plus raffinée et traditionnelle. Vous avez utilisé le terme non-verbal, ça me permet de rebondir sur justement la communication non-verbale qui est peut-être la première des formes de communication. Là, on ne va pas rentrer directement dans le body language, mais cette notion de communication non-verbale et comment elle peut être utilisée pour envoyer des messages subliminaux à travers les réseaux sociaux. Il y a quelques temps, on a eu le fameux Sofagate, donc on va recontextualiser. C'est-à-dire qu'il y avait 2 fauteuils et 2 sofas. Et un fauteuil était occupé par Erdogan et l'autre était déjà occupé par le président du Conseil, Charles Michel, quand arrive Ursula von der Leyen, qui doit s'asseoir sur le sofa face au ministre des Affaires étrangères turc. Quel genre de message ça envoie ça ? Parce que est-ce que déjà il y a une logique d'utiliser cette médiatisation qui, on sait, va être transmise sur les réseaux sociaux, etc.
C'est quoi est-ce qu'on peut deviner un petit peu ce genre de technique d'action politique à travers ce mécanisme-là, ou c'est compliqué? Il y a évidemment plusieurs grilles de lecture. La première, il faut quand même le rappeler, la disposition a été mise en place par les Turcs. Et Erdogan n'est quand même pas un Uber woke. Non, on voit bien quand même qu'il a une vision assez traditionnaliste des rapports hommes-femmes, je crois. Et donc, c'est évidemment un piège. Tu ne peux pas penser que quelqu'un de cette intelligence, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, qui sait exactement ce qu'il fait, et qui est entouré d'équipes très professionnelles aussi, et puis, par inadvertance, se rend compte qu'il y avait un problème. C'était voulu. C'était un piège. Et Charles Michel est tombé dans le piège. Il devait choisir entre l'affront à Erdogan ou le désastre d'image que cela représente pour lui. Il a choisi le désastre d'image. Il le payera, parce que ça, c'est une image qui va lui coller. Ça le sparadrap du capitaine Haddock. Il s'en débarrassera jamais. Maintenant, ça lui colle à la peau. C'est comme ça. Et de toute façon, on sait bien qu'il y a toujours des tensions entre le président du Conseil et la présidente de la Commission. C'est aussi lié, évidemment, parce que tout ça, il y a des conditions sociales de production. C'est aussi lié à la complexité des institutions européennes, le fait qu'on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment le président des États-Unis. Ça ne se passerait évidemment pas avec le président des États-Unis, même si c'est un pays fédéral. Donc voilà. Oui, c'est une image désastreuse. Mais bon, ça arrive régulièrement. Récemment, on a vu à la télé flamande, au moment où l'Open VLD était terriblement embarrassé par la démission forcée de la secrétaire d'État au budget Eva de Bleker, on a interrogé le président du VLD, Herbert Lagarde, sur le trottoir, en face du siège du VLD, près de la place Sainte-Catherine à Bruxelles, pour ceux qui connaissent le coin et les restaurants qui foisonnent, chouette quartier, voilà. Et donc, comme il n'avait pas tellement envie de donner une interview, il continue à marcher et on l'accompagne. Et les gens, les micros l'accompagnent, etc. Et puis, à un moment donné, on le voit faire demi-tour et courir totalement dans l'autre sens. D'accord. Et donc, on le filme et les journalistes crient « Mais pourquoi vous vous enfuyez ?» etc. L'explication, c'est qu'il s'est rendu compte, l'explication fournie ensuite, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de côté parce qu'il avait un rendez-vous, ça c'est l'explication officielle, et elle colle d'ailleurs. Il avait un rendez-vous dans un restaurant avec Paul Magnette, le président du PS. Et il s'est rendu compte, alors qu'il était déjà terriblement en retard, qu'il s'est dégouré de côté. Mais l'image, alors quelle que soit l'explication, et même si elle est totalement vraie, et Paul Magnette a confirmé en effet qu'il l'attendait dans un restaurant de l'autre côté, l'image est désastreuse. Voilà un gars qui est président de parti et qui, au cours d'une interview, alors qu'on voit qu'il n'a vraiment pas envie de la donner, fait demi-tour et commence à courir, et les journalistes lui crient mais pourquoi vous vous enfuyez, etc. Parce qu'à ce moment-là, on s'enfuit. Et donc, c'est désastreux. Et j'espère qu'il ne va pas écouter ce podcast, parce que, il le sait maintenant. J'espère qu'on le lui a dit, on n'a peut-être pas osé, je ne sais pas. Mais il va devoir ramer pour faire oublier ça. Il y a une question que je me pose, et c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vraiment abordée. Comment on fait en tant que communicant pour préparer justement ces personnalités politiques à affronter aujourd'hui la presse, les réseaux sociaux, les critiques? Comment on fait pour les préparer? Il faut savoir que, par exemple, je reprends l'exemple du Covid et des différents discours que le Premier ministre peut adresser à la nation. C'est que quand il fait son discours, chaque phrase est calculée et veut dire quelque chose, mais ça a été créé par une équipe de communication, etc. Comment on fait dans cette sphère sous pression, comme vous venez de le dire, pour répondre le plus justement possible à une situation extrêmement complexe?
Alors, je dirais qu'il vaut mieux avoir des hommes politiques et des femmes politiques qui ont quand même un certain talent de base, hein, on a déjà dit, qui sont prêtes aussi à se remettre en question et à évoluer, qui sont prêtes à apprendre de leurs erreurs aussi et qui sont suffisamment solides aussi pour se remettre en question. Tout ça, on a dit. Mais par contre, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'il faut des équipes qui sont complètement parano. Il faut être complètement parano. Alors, peut-être pas de nature, mais ça peut parfois un peu aider. Mais c'est-à-dire qu'il faut, dans tout, voir comment ça va être détourné, retourné, sorti de son contexte, attaqué, etc. On a un exemple récent avec les vœux d'Emmanuel Macron. Oui. Qui n'est quand même pas le plus mauvais en communication, bien qu'à certains moments, il se laisse quand même un peu entraîner. Et bon, voilà, il dérape un peu à certains moments. Oui. Mais enfin, il reste quand même bon globalement. Mais qui, lors de ses vœux, a eu cette phrase en disant que qui aurait pu imaginer qu'on allait assister au réchauffement climatique? Bon, personne. C'est évidemment... Enfin, quand j'ai découvert ça... Oui, incompréhensible. Mais je suis tombé de ma chaise parce que, bon, d'abord, c'est faux. Mais surtout, avec des équipes rodées, comment on a laissé passer ça? Comment personne n'a vu que cette phrase allait, évidemment, susciter des réactions négatives. Et il ne s'agit même pas là d'une phrase qui est sortie de son contexte, retournée dans un sens sans que... avec malice, hein. C'est vraiment une connerie. Comment est-il possible que quelque chose passe les différents filtres? Moi, je comprends pas. Mais la question centrale sur laquelle je voulais venir, c'est à une époque où, on l'a dit, la société est morcelée, il y a des tensions qui sont cristallisées chaque jour pour différents sujets. Le réchauffement climatique en est un parmi tant d'autres, la crise économique, l'augmentation du prix des ressources et tant d'autres. Comment on fait pour communiquer et convaincre les gens en fait que les choses potentiellement, ne sont pas brillantes, mais vont peut-être aller vers un mieux? C'est quoi le travail du communicant à ce moment-là? Je pense que si j'avais la réponse, je travaillerais peut-être à l'Élysée. Je ne parle pas juste de la France. Non, mais c'est vraiment le plus gros défi actuellement, parce qu'il recouvre plein de choses et plein d'écueils. D'abord, c'est au moment où la communication s'individualise de plus en plus, comment parvenir à avoir un discours qui garde quand même une certaine cohérence lorsqu'on occupe un poste central comme président de la République de tous les Français ou Premier ministre de tous les Belges. Ou même roi de tous les Belges. Hein. C'est vrai qu'on pourrait parler du discours discours royal et la manière dont il a évolué aussi, parce qu'il n'y a pas toujours eu des clips avec l'équipe nationale, ce qui ne lui a d'ailleurs pas beaucoup réussi. Pas très populaire, non, effectivement. Voilà. Mais c'était peut-être le timing qui n'était pas forcément choisi. Il y a ça. Tant qu'on est sur son créneau, ça va. Mais une fois qu'on est aux responsabilités et qu'on va parler à tout le monde à la fois, avoir un discours unifié, c'est compliqué. Surtout qu'il faut des moments d'unification. Ouais. Et justement, les grands moments fédérateurs, ce sont en effet les vœux. Parce que là, ce sont les grands moments fédérateurs. Et il faut parvenir là à parler à tout le monde à la fois. Quand on voit les grands discours de l'histoire, et notamment... on va se référer à la Deuxième Guerre mondiale. Les grands discours de l'histoire, qui en effet parlaient des difficultés, c'était des discours qui donnaient une perspective. Le discours du 18 juin du général de Gaulle, que peu de gens ont entendu, il a été republié, etc. À la fois, il parle des difficultés au moment où la France est presque rayée de la carte, mais il donne une perspective. Churchill était devenu le symbole de ses discours aussi, où il promettait du sang, des larmes et de la sueur au peuple. Mais il donnait une perspective. We will never surrender. Nous ne nous rendrons jamais. Et aujourd'hui, qui fait ça? C'est Zelensky. Oui. Zelensky a complètement intégré à la fois le quotidien
parce qu'il en parle, il réagit en permanence quand il y a quelque chose qui se passe, et c'est très fréquent, mais toujours avec la perspective, la victoire, nous y arriverons, etc. On ne peut pas, d'ailleurs, faire cet entretien sur la communication politique sans parler de lui, parce que je pense qu'actuellement, c'est de loin le meilleur. À côté de ça, Poutine, c'est vraiment catastrophique, même comme orateur. Bon, même ça ne se joue pas uniquement... L'issue de la guerre ne se joue pas uniquement avec ça. Mais pour moi, Zelensky est le prototype actuellement du meilleur communicateur du monde. C'est vrai aussi servi, entre gros guillemets, par ce qui se passe dans son pays et par les événements dramatiques qui s'y déroulent. Mais c'est celui qui a le mieux intégré les choses. Pour moi, c'est en effet quelqu'un qui... évidemment, vient du monde des médias et de l'entertainment. Mais enfin, bon, une guerre, c'est pas la même chose. Et qui est, à mon avis, de loin, celui qui a la communication la plus adéquate par rapport à la situation dans laquelle il est. Ce qui est intéressant avec Zelensky aussi, c'est que justement, avant ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'était pas forcément quelqu'un qui faisait l'unanimité au niveau du pouvoir gouvernemental. Et depuis, comme vous venez de le dire, il a vraiment pris cette stature de dirigeant et de bête de communication. Donc, bon, évidemment, mais c'est un phénomène qui se produit aussi. Vous savez, Churchill n'était pas archi populaire non plus, mais c'était un gouvernement d'union nationale. Et c'est vrai que si la Belgique était attaquée, il y aurait sans doute un peu moins de problèmes communautaires en Belgique que maintenant. Mais en tout cas, il est parvenu à se transfigurer. Et à utiliser les plateformes à sa disposition correctement. Oui, ça c'est clair. Oui, c'est très fort pour un pays qui n'est quand même pas non plus qui n'apparaissait pas non plus comme c'est pas la Californie où tout le monde va travailler en t-shirt chez Google, etc. Donc et là on touche plus au registre de la communication, mais plus non verbale, visuelle et autres. Mais c'est vrai que peut-être qu'en Belgique, ce qui manque, c'est vraiment une personnalité forte au niveau politique qui puisse être représentant en tant que chef d'État. Oui, mais avec un morcellement, et surtout du côté francophone, avec un morcellement tel, avec tous nos gouvernements, des ministres-présidents, on ne sait plus qui est ministre, etc. Il y a une illisibilité des structures qui est préjudiciable. Et ce n'est pas seulement en termes de communication. Moi, je trouve qu'il y a un enjeu politique, parce que finalement... La communication, c'est pas un but en soi. Il faut quand même le répéter. Voilà. C'est pas le but. La communication, elle est quand même au service d'un projet. Elle est quand même, je l'espère, au service du fonctionnement de la société. Ce n'est pas en améliorant la communication comme on met de l'huile dans un moteur un peu grippé que ça va vraiment fonctionner. Il faut vraiment qu'on ait un bon moteur et pas une vieille machine que l'on est allé ressortir pour essayer de faire avancer les choses. Sur cette magnifique métaphore... Vous trouvez, je la trouve pas excellente, elle était très bien, mais je me disais bien, je me disais comment est-ce que je vais atterrir. Justement, j'étais en train de me dire, je me suis embarqué dans une phrase, comment est-ce que je vais atterrir. On va terminer sur un peu d'humilité. Très bien, très bien retombé sur vos pattes, bravo. On sent l'expérience politique, justement, à savoir rebondir. Et essayer d'être honnête. Exact. Alain Gerlache, merci beaucoup d'être venu sur Bullseye. C'était un vrai plaisir de vous accueillir ici. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Spotify pour plus de Bullseye. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut. Bullseye.